Qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours? Les taux obligataires remontent sensiblement, le dollar semble reprendre des forces, on pourrait donc s'attendre à ce que l'or plonge. Et non. Aujourd'hui, on essaie de comprendre tout ça et à la fin de la vidéo, je vous montrerai mon dernier achat. Alors, pourquoi est-ce que l'or devrait baisser? Intuitivement, on se dit que si un bon du Trésor américain à 10 ans rapporte 1,8%, pourquoi est-ce que j'irais acheter de l'or qui rapporte 0? Au contraire, je devrais plutôt vendre mon or pour acheter des obligations à la place, non? L'or devrait donc baisser, mais à la place, il monte. Pareil pour le dollar. Quand le dollar baisse, l'or monte, c'est normal. Si les gens cherchent à se débarrasser de leur dollar, il faut bien qu'ils achètent autre chose. Inversement, quand le dollar monte, l'or baisse. La symétrie de la courbe est assez frappante. Et pourtant, depuis quelques jours, bien que le dollar reprenne des couleurs, l'or monte. Tout ça se passe depuis mi-décembre à peu près. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a eu des annonces de politique monétaire, à la fois de la Fed aux États-Unis et de la BCE pour l'Europe. Je vous passe les détails. En gros, les banques centrales cherchent à profiter de la reprise de l'économie pour regagner un petit peu de marge de manœuvre. La Fed aimerait bien, premièrement, diminuer ses rachats d'actifs, c'est le fameux tapering. Deuxièmement, une fois qu'elle n'achète plus rien, elle aimerait commencer à remonter les taux, tout doucement, plusieurs fois. Et enfin, troisièmement, elle aimerait aussi diminuer la taille de son bilan. Non seulement elle n'achèterait plus, mais elle se mettrait à essayer de revendre toutes les bêtises qu'elle rentre à tour de bras depuis 2 ans. Bien sûr, à chaque fois que ce genre de mesure est annoncé puis mis à exécution, c'est qui tout double. Soit les gens y croient et alors l'effet est positif, on se dit « oulala, la situation doit s'être vraiment améliorée pour que la Fed serre la vis comme ça ». Soit les gens n'y croient pas, et à ce moment-là, ce sera marche arrière directe. Je suis curieux de voir jusqu'où ils pourront aller avant que les actions prennent moins 20% dans la tête. En Europe, c'est un petit peu moins avancé, on parle simplement d'une réduction du rythme des rachats d'actifs, mais les taux devraient rester à zéro toute l'année. Ces annonces-là, elles datent respectivement du 15 et 16 décembre dernier. Immédiatement, les marchés sentent que les banques centrales soutiennent un petit peu moins les États, donc les taux obligataires commencent à remonter. Notez bien, le tapering n'a commencé que depuis quelques jours, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça a donc eu très peu d'effets concrets, et les taux directeurs sont toujours à zéro. Mais rien que le fait d'en parler, rien que les mots prononcés, ont eu cet effet-là. Je vous laisse imaginer si un jour les taux directeurs montent réellement. Alors bien sûr, il est peu probable que ça se passe sans accroc. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'obligations d'État ici. Si la France par exemple devait subir une hausse ne serait-ce que de 1%, les conséquences se chiffreraient en milliards d'euros par an, rien que pour les intérêts. Mais alors, si les obligations deviennent plus attractives, pourquoi est-ce que l'or ne chute pas? Tout simplement parce qu'on parle de taux nominaux depuis le début. On parle des chiffres bruts. C'est complètement différent si on passe au taux d'intérêt réel. Et pour ça, il faut soustraire l'inflation. Les chiffres officiels la donnent en ce moment entre 5 et 7%. En vrai, c'est probablement plus, mais passons. Donc aux États-Unis, si vous touchez 1,8%, en gros, on vous promet de perdre environ 5% de pouvoir d'achat par an. Ça, c'est garanti. Le fait que l'or résiste à ce genre d'annonce, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont de l'or, mais ça fait un petit peu peur aussi. Le dollar qui remonte, ça peut avoir deux causes. Soit les gens se disent que la monnaie est bien gérée, que la Fed sait exactement ce qu'elle fait, et donc le dollar va s'apprécier par rapport aux autres monnaies parce que les gens en veulent positivement. Soit les gens ils en achètent quand même, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils vont perdre entre 5 et 10% dans l'année, et pourtant, ils achètent quand même. Peut-être qu'ils s'attendent à ce que ce soit pire pour d'autres classes d'actifs, comme les actions ou l'immobilier par exemple. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre un an, voir si le cours de l'or résiste aux hausses de taux directeurs de la Fed. Si c'est le cas, alors ce sera une excellente nouvelle pour l'or. Parce qu'une fois que la Fed aura retrouvé un petit peu de marge de manœuvre, elle l'utilisera. Et à la prochaine difficulté, dès que les taux réels se remettront à baisser, l'or, lui, il aura probablement tendance à monter. Je voulais aussi vous parler dans cette vidéo d'un point de vue très intéressant que j'ai entendu récemment. Je vous mets le lien vers les vidéos et tout le reste en description, mais c'est en anglais. La question était, avec tout ce qu'on voit actuellement, pourquoi est-ce que les métaux précieux sont les seuls à ne pas décoller? Voici ce qu'en pense Rick Rule, un spécialiste des matières premières. Pour lui, les bull runs pour les métaux précieux sont déclenchés par la peur. Or, pour le moment, les gens n'ont pas peur, pas encore, pas assez. Les conditions nécessaires au bull run doivent être réunies pendant 1, 2 ans, parfois plus, avant qu'on voit la hausse vraiment commencer. Apparemment, ça a été le cas dans les années 70 et dans les années 2000. Il a fallu à chaque fois entre 2 et 4 ans avant que les choses ne bougent vraiment. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas peur? Parce que ça fait 40 ans qu'on met des rustines sur un système où la dette est trop présente. Tout le monde est habitué à voir les taux baisser, et depuis 2008, l'inflation est très faible, entre 0 et 2%. En gros, depuis 1980, il y a 2 générations entières, et j'en fais partie, qui n'ont pas vécu de vraie période d'inflation. La situation qu'on vit actuellement est nouvelle pour une grande partie de la population. Notez bien que pour contrer l'inflation efficacement, il faudrait remonter les taux d'intérêt
nettement au-dessus de l'inflation pour encourager l'épargne plutôt que le crédit. Je vous laisse imaginer les conséquences si les taux des crédits immobiliers passaient d'un seul coup à 8 ou 9%. Ça aura un avantage, la fin immédiate de l'inflation. On assainit le système en faisant enfin diminuer le volume insupportable de dettes. Bon, inconvénient, ça aurait comme conséquence la destruction d'énormément d'argent, et donc, comme on l'a vu dans cette vidéo, une pression déflationniste absolument gigantesque. Et ça, politiquement, c'est complètement hors de question. Faire affronter aux gens les conséquences de dizaines d'années de dépenses excessives comprimées sur 1 an et demi, ça ne passe pas. On est habitué maintenant aux conséquences diluées dans le temps, et ça s'appelle l'inflation. Donc il n'y a pas d'autre issue que de continuer à jouer à ce jeu de la dette jusqu'à ce qu'un événement extérieur vienne tout mettre par terre. Et ce jour-là, croyez-moi, l'entretien dont je vous parle, qui avait donc pour invité Rick Rule, avait lieu sur la chaîne Wall Street Silver. Et le présentateur pose donc la question, Rick, que pensez-vous du Silver Squeeze? Là, on voit bien que ce monsieur a de la sympathie pour les stackers. Mais il nous explique que, même si l'impact du Silver Squeeze n'est pas négligeable dans l'absolu, il nous dit quand même, attendez que ceux qui ont vraiment de l'argent se réveillent. Ceux qui ont de l'argent, ils parlent des fonds de pension, des fonds souverains, bref, des gros poissons. Actuellement, un investisseur institutionnel, il a environ 40% d'obligations, je schématise. Dans le meilleur des cas, ces obligations lui rapportent donc 1,5% comme on vient de le voir, mais en face, l'inflation, elle est au-dessus de 5%, officiellement. Donc 40% du portefeuille est un poids à tirer. 40% du portefeuille rapporte un rendement négatif de 4, 5, peut-être 6%. Il suffirait qu'un gros fonds, comme le fonds souverain norvégien par exemple, qui n'a pas d'or actuellement, veuille revenir à la moyenne historique de 3% du portefeuille environ, et tout de suite, il aura besoin d'en acheter pour environ 30 à 40 milliards de dollars. Un seul fonds d'investissement, 30 à 40 milliards de dollars. Je ne parle pas des autres fonds, ni des banques centrales, évidemment. Donc voilà, le jour où les gens auront vraiment peur, ce qui pourra prendre encore 1 an ou 2, sans problème, le jour où les institutionnels décideront qu'ils veulent un petit peu d'or, finalement, on verra la deuxième moitié de ce marché haussier. La situation qu'on nous décrit là, elle a rien d'extraordinaire finalement. Ce serait juste un comportement normal pour un fonds d'investissement. Se débarrasser d'un petit peu de trucs qui rapportent rien pour avoir 2 ou 3% d'or. Mais je le répète une fois encore, le jour où ça arrivera, personne ne sera content, je pense. Je ne serai pas content, même ceux qui ont beaucoup plus d'or que moi ne seront pas contents. On aura peut-être sauvé les meubles en termes de pouvoir d'achat, mais il y a des chances que le monde soit beaucoup moins agréable à vivre. Notez aussi qu'un cours de l'or qui augmente trop, ça fait désordre pour ceux qui gèrent la monnaie. Ça veut dire en gros, vous êtes gentil, mais là on va s'en occuper nous-mêmes. Donc le maximum sera fait pour écraser le cours. Le jour où ça va lâcher, ça voudra dire que la situation sera hors de contrôle, même pour la Fed et la BCE, et je vous rappelle que ces gens-là ont des moyens littéralement illimités. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent en créant la monnaie qu'ils utilisent pour payer. J'ai de l'or, mais franchement je préférerais 1000 fois me tromper et ne jamais avoir à le vendre, qu'avoir raison et que ma famille finisse par en avoir besoin. Malheureusement, la probabilité pour que ça finisse par se produire est assez élevée, je pense. Allez, on se remonte le moral avec quelques jolies nouvelles pièces en or. J'ai acheté 4 pièces de 1/4 d'once, une American Gold Eagle, ce dessin-là c'est le type 2, qui est assez réussi je trouve, une Krugerrand d'Afrique du Sud, la Britannia qui fait partie de mes préférés, et un peu plus cher que les autres, il faut bien le reconnaître, mais tellement bien fini, un quart d'once tigre de la Perf Mint. Bon, les autres vous les connaissez déjà, J'ai ma pièce en forme de lingotin Dragon 1 once, la 50 pesos du Mexique, la Britannia 1 once ici dans le fond, et la Philharmonique de Vienne 1 once dans le fond aussi. Et celle-ci que vous voyez depuis le début, c'est une pièce de 1 once américaine, la Buffalo. Ça faisait longtemps que j'en voulais une, je la trouve super jolie. Alors bien sûr ça se paye, elle est un peu plus chère que les autres, donc j'en achèterai pas 50. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et commentaires ici juste en dessous. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.